Cet animal pèse près d'une tonne, court dans les fourrés à une vitesse pouvant atteindre 50 km/h et est capable de démolir une clôture en acier. Faites sa connaissance, voici le bison d'Europe, le titan forestier du continent. Il y a un siècle, l'homme l'avait totalement effacé de la nature à l'état sauvage. Mais l'humanité a ensuite accompli quelque chose qui relève encore de l'incroyable, elle a ramené cette espèce à la vie. Nous allons parcourir ce chemin de l'intérieur, depuis la tragédie des derniers individus survivants jusqu'au triomphe stupéfiant de ce géant qui, aujourd'hui même, redessine les lois de la nature sauvage. Au plus profond de la forêt, un jeune bison qui vient de naître doit se plier à une règle impitoyable. Il dispose d'à peine 3 heures pour se relever sur ses pattes. Si ses articulations ne prennent pas assez vite de la solidité, il ne survivra tout simplement pas. Le petit ne pèse que 25 kg, un poids dérisoire face à sa mère, qui en fait une demi-tonne. Durant les tout premiers jours, la femelle cache son petit avec un dévouement absolu dans les fourrés les plus denses, ne s'en éloignant jamais tant qu'il ne s'est pas endurci. Elle le lèche aussitôt pour stimuler ses muscles, car la biologie de cette espèce exige un développement extrêmement rapide. En très peu de temps, le petit doit être prêt à suivre le troupeau. Cette urgence est dictée par une évolution sans pitié. Un lointain ancêtre du bison d'Europe, le bison des steppes, s'était autrefois répandu dans toute l'Eurasie. Ce géant préhistorique atteignait 2 mètres au garrot et pesait plus d'une tonne. Mais durant la dernière glaciation, la végétation s'est raréfiée de façon drastique et le climat s'est bouleversé. Pour se nourrir et survivre dans ces nouvelles conditions, les animaux ont dû se transformer. La nature a forcé l'espèce à s'adapter, changeant peu à peu ce colosse des grands espaces ouverts en l'actuel bison des forêts. Comme le démontre le zoologue polonais Jan Stolkman dans son ouvrage de référence présenté au Congrès international pour la protection de la nature à Paris, cette transformation a constitué un compromis biologique idéal. Stolkman, qui a coordonné les efforts de sauvetage de ces animaux, a décrit en détail comment cet ancien habitant des plaines a entièrement reconfiguré ses habitudes et son régime alimentaire pour s'adapter à l'écosystème forestier, tout en restant le plus grand et le plus puissant mammifère du continent européen. Mais même une adaptation aussi parfaite n'a pas suffi à protéger l'animal de l'influence de l'homme. Chaque souffle de notre petit héros est un miracle. Au début du XXe siècle, dans la forêt de Białowieża, le dernier bison de plaine à l'état sauvage a disparu. La population libre est tombée à 0. Il ne restait de cette lignée autrefois immense qu'un peu plus de 50 individus dispersés dans des zoos à travers le monde. La naissance de ce petit, aujourd'hui, n'a été possible que parce que des scientifiques ont reconstitué l'espèce pièce par pièce. Et plus encore, les ancêtres génétiques de tous les géants actuels ne sont que 12 animaux survivants. Le petit fait ses premiers pas assurés et sa mère le sort de sa cachette pour rejoindre le troupeau. Il ignore encore que les lois de ce monde primitif sont dures et qu'au-delà de la lisière du pré protégé, une menace guette déjà. Le nouveau-né est-il prêt à affronter ce qui l'attend ? Le petit, âgé de 2 jours, retrouve sa mère au sein du troupeau, où sa vie est désormais régie par des règles sociales strictes. L'ensemble du groupe est dirigé par une seule femelle âgée et expérimentée, la matriarche. C'est elle qui décide des itinéraires de déplacement, choisit les lieux de repos et coordonne les actions du groupe en cas de danger. Dans cette structure règne un matriarcat marqué. Les mâles adultes, une fois la maturité sexuelle atteinte, restent isolés en périphérie et ne s'approchent du troupeau que pendant la période de reproduction. Pour le nouveau-né, le groupe devient un organisme de protection unique, où les femelles adultes veillent ensemble sur les jeunes. Le lien maternel, cependant, reste sacré. Contrairement à certaines idées reçues, la femelle bison n'allaite que son propre petit, qu'elle reconnaît à son odeur et à sa voix unique, et repousse fermement tout autre petit qui tenterait de téter. La mission principale de cette période est de transformer, en l'espace du bref été, ce petit fragile en un animal robuste et puissant, capable de survivre à l'hiver qui approche. En reproduisant les gestes des adultes, le jeune apprend rapidement les compétences de survie essentielles et découvre un menu colossal. Selon de vastes recherches botaniques menées par des scientifiques de l'Université des sciences de la vie de Varsovie, le régime alimentaire du bison d'Europe comprend plus de 300 espèces de plantes différentes. Le petit complète progressivement le lait maternel avec de l'herbe, des feuilles, de jeunes pousses d'arbustes,
de l'écorce et même des lichens. Ce menu est strictement saisonnier. En été, le troupeau se nourrit de verdure tendre dans les clairières forestières. Vers l'automne, il passe aux baies, aux champignons et aux glands, et en hiver, il se rabat sur les rameaux et les branches. Pour digérer un tel volume de fibres coriaces, les bisons suivent un emploi du temps quotidien rigoureux. Ils sortent dans les prairies à l'aube et au crépuscule et passent tout le reste de la journée au cœur de la forêt, où ils se reposent tranquillement, ruminent et font leur toilette, à l'abri de l'ombre des arbres qui les protègent des insectes importuns. Parallèlement, le petit développe une protection unique. Son pelage roussâtre de jeunesse s'assombrit peu à peu, se transformant en une épaisse fourrure brun foncé. Sa peau se couvre d'un duvet court mais extrêmement dense et se recouvre d'une couche protectrice de sécrétions sébacées abondantes. Cette combinaison fonctionne à la perfection, la fourrure ne laisse pratiquement pas passer l'humidité extérieure et conserve efficacement la chaleur interne. Sur l'avant du corps se développe une fourrure épaisse pouvant atteindre 7 cm. Un tel manteau naturel permet aux bisons adultes de résister sans difficulté à des gelées de 30 degrés et à de violentes tempêtes de neige. Cependant, le principal danger pour le jeune bison, ce sont les prédateurs. Loups et ours surveillent en permanence les mouvements du troupeau, à l'affût du moindre maillon faible. Seul, le petit n'a aucune chance. Mais la tactique collective des bisons a été perfectionnée par l'évolution jusqu'à devenir automatique. Au moindre signal d'alerte, le troupeau se réorganise instantanément, formant une défense circulaire compacte. Au centre de cet anneau sont dissimulés les membres les plus vulnérables du groupe, les petits et les individus âgés. Les femelles adultes se placent épaule contre épaule, tournent la tête vers l'extérieur et présentent leurs cornes massives, évaluant la source de la menace. Aucune meute de loups n'est capable de percer une telle barrière vivante. Dans cette sécurité, le petit passe ses premières années, prenant peu à peu du poids et se transformant en un jeune taureau fort et vigoureux. Mais vers l'âge de 3 ans, sa vie au sein du groupe familial touche à sa fin. Avec l'arrivée de la maturité sexuelle, l'équilibre hormonal du jeune mâle change et il commence à manifester son indépendance. Il s'éloigne naturellement du troupeau maternel, rejoint des congénères de son âge et forme son propre groupe de célibataires, entamant ainsi un parcours indépendant dans le monde sauvage. Le jeune mâle de 3 ans se retrouve alors dans une situation d'isolement social total, chassé sans ménagement du groupe maternel vers le monde chaotique des bandes d'adolescents. Le petit protégé d'hier doit désormais survivre parmi d'autres exclus comme lui, formant des troupeaux isolés de célibataires. Dans ces communautés, l'autorité et le statut ne s'obtiennent pas par droit de naissance. Ils se mesurent uniquement aux lois de la physique pure et de la force brute. C'est précisément à cette période que se déclenche une transformation physique spectaculaire, qui métamorphose l'adolescent dégingandé en une créature achevée. À l'extérieur, le jeune bison commence à paraître déséquilibré. L'avant de son corps semble énorme et massif comparé à l'arrière, svelte et presque comprimé. Comme le démontrent les professeurs Zbigniew et Malgorzata Krasinski dans leur ouvrage scientifique de référence Le bison d'Europe, cette asymétrie prononcée du corps est en réalité profondément fonctionnelle. Toute la musculature principale de l'animal est concentrée au niveau de la ceinture scapulaire. C'est là que se forme la célèbre bosse qui dissimule des apophyses épineuses vertébrales colossales pouvant atteindre jusqu'à 30 cm de long. Cette structure osseuse et musculaire puissante sert de levier idéal pour stabiliser et manier une tête lourde. Chez les cousins proches de notre héros, les bisons américains, ce nœud musculaire est si développé qu'il leur permet d'utiliser leur tête comme une véritable charrue, transperçant littéralement des congères hivernales de plusieurs mètres pour trouver de l'herbe cachée sous la neige. Le bison d'Europe, lui, porte la tête plus haute, mais dispose d'un potentiel de force tout aussi impressionnant pour surmonter n'importe quel obstacle forestier. L'avant massif de l'animal est soutenu par un système locomoteur d'une mobilité incroyable. L'arrière svelte cache des membres musclés capables de propulser instantanément ce colosse d'une tonne à des vitesses de 40 à 50 km/h. Contrairement aux chevaux de course, conçus pour les longues pistes, ce sprint du bison est pensé pour de courtes distances de quelques centaines de mètres, mais en forêt, il n'a pas son pareil. Là où n'importe quel autre grand animal se retrouverait bloqué ou ferait demi-tour,
Ce géant lancé écrase avec assurance les chablis et les tas de bois morts. Et pourtant, cette apparente lourdeur est totalement trompeuse. Doté d'une résistance phénoménale et de pattes puissantes, le jeune taureau bondit sans effort visible par-dessus de hautes clôtures ou des troncs d'arbres séculaires abattus. Les pattes arrière de l'animal sont extrêmement mobiles et capables de délivrer un coup brusque d'une force colossale sur le côté ou vers l'arrière, ce qui rend la trajectoire de leur défense totalement imprévisible pour les prédateurs. Au sein de sa bande de célibataires, notre héros passe plusieurs années à tester constamment ses limites physiques. C'est une période d'entraînement intense, durant laquelle la résistance des os et la densité des fibres musculaires sont poussées à l'extrême, lors de duels de jeu permanents avec ses congénères. Une protection fiable contre les blessures est assurée par un véritable gilet pare-balles naturel. La peau du cou et du poitrail du taureau atteint plus de 2 cm d'épaisseur, absorbant les principaux coups portés par les cornes des rivaux. Les bisons de cette période affichent un tempérament provocateur, aiguisant activement leur technique de combat entre eux et démontrant régulièrement leur supériorité face aux occupants occasionnels de la forêt, du cerf sika au cheval domestique, qu'ils chassent fermement des meilleurs coins de nourriture. L'animal apprend à maîtriser sa force colossale, car l'épreuve la plus importante de sa maturité l'attend encore. Peu à peu, la fougue de la jeunesse cède la place à une masse imposante et la taille comme le poids du taureau atteignent leur maximum. L'été touche à sa fin et dans l'organisme du jeune titan se déclenche un processus chimique irréversible qui met fin d'un coup à toute crainte et à toute prudence. Une explosion hormonale d'une puissance colossale pousse les célibataires libres à quitter leur territoire sûr pour se diriger vers les troupeaux de femelles, où l'air est déjà chargé de l'odeur de la confrontation totale qui s'annonce, capable de briser à jamais un rival ou de couronner le nouveau roi de la forêt. Le bison de 10 ans, arrivé à pleine maturité, est un véritable monument vivant de la nature sauvage. À cet âge, il est au sommet de sa forme physique, et son poids peut atteindre des valeurs impressionnantes entre 800 et 850 kg. Quand ce géant traverse les fourrés de la forêt, on croirait que le sol lui-même vibre sous son poids. En pleine saison des amours, le taux de testostérone dans le sang du taureau dépasse toutes les limites habituelles, lui faisant temporairement oublier prudence et instinct de survie. De fin juillet à fin octobre, les massifs forestiers résonnent de sons caractéristiques et impressionnants, un grognement profond et viscéral, des râles et des soufflements par lesquels les mâles adultes signalent leur présence à des kilomètres à la ronde. Le paisible herbivore géant s'efface temporairement, laissant place à un gladiateur furieux. Durant cette période, les taureaux rejoignent les groupes de femelles et commencent à chasser systématiquement les rivaux plus jeunes ou plus faibles, les forçant à garder leur distance. Si le mâle trouve une femelle prête à s'accoupler, il la suit pas à pas, sans jamais s'éloigner d'elle. Mais quand 2 titans de force égale revendiquent le même territoire, un rituel complexe de pression psychologique s'engage. Les bisons mettent en scène un véritable spectacle de démonstration musculaire. Ils se tournent de profil l'un vers l'autre, exhibant leur taille colossale et leurs bosses hérissées, pour briser la volonté de l'adversaire avant tout contact physique. Comme le démontre la professeure Wanda Olek, dans le cadre de ses travaux menés depuis de nombreuses années sous l'égide de l'Université des sciences de la vie de Varsovie. Le coût physiologique de cette période pour les mâles est colossal. Les recherches montrent qu'au nom de la dominance, les taureaux renoncent presque complètement à s'alimenter et à dormir normalement. Pour affirmer leurs droits et diffuser leur odeur au maximum, ils urinent sur le sol et se roulent avec fureur dans la boue qui en résulte, soulevant la poussière à coups de sabot. C'est la dernière phase d'avertissement avant un éventuel affrontement. Si aucun des 2 géants ne recule, les taureaux se rapprochent à faible distance, baissent la tête d'un air menaçant et engagent leurs cornes massives. Débute alors une confrontation de force épuisante, un duel de résistance impressionnant où chaque combattant tente de pousser, de faire basculer la masse de son adversaire et de le contraindre à reculer. Des touffes de poils volent de toutes parts et le sol tremble sous les sabots. La plupart des conflits se règlent dès l'étape de démonstration de force, mais lors des affrontements réels, les mâles risquent des blessures graves, plaies profondes causées par les cornes ou contusions sévères. Durant ce marathon effréné,
Le taureau dominant peut perdre jusqu'à 100 kg de masse pure, se transformant en combattant épuisé, mais victorieux. Dans le tumulte du rut, les mâles perdent toute vigilance. Ils peuvent surgir sur des routes et ignorer totalement le bruit de la circulation, créant des situations d'accidents dangereuses en raison de leur indifférence totale aux stimuli extérieurs. Le vainqueur obtient le droit de perpétuer sa lignée, assurant l'apparition d'une nouvelle génération de bisons, tandis que le vaincu se retire au plus profond de la forêt pour panser ses blessures. Sa mission biologique accomplie, ce géant retournera à sa vie solitaire dans les étendues sauvages, laissant la conduite du troupeau à une vieille femelle expérimentée. Car dans la société des bisons règne un matriarcat strict. Pourtant, l'apport de ces géants à la nature dépasse largement le cadre de la saison des amours. Véritables ingénieurs de l'écosystème, les bisons, par leurs sabots, leur poids et leur appétit, façonnent le paysage depuis des siècles, devenant les principaux architectes de tout l'écosystème européen. Un seul taureau adulte est capable de redessiner la géographie d'un massif forestier entier, simplement en vaquant à ses occupations quotidiennes. Les pas lourds de ce géant ne détruisent pas l'écosystème. Ils mettent littéralement en marche le moteur d'une nouvelle vie. En devenant mâle dominant, il se transforme en ce que la science appelle une espèce clé de voûte et un ingénieur d'écosystème. Le bison modifie activement le milieu forestier à sa guise, créant un habitat pour des milliers d'autres organismes. En se frayant un chemin dans les fourrés, ce géant d'une tonne casse les vieilles branches, écorce les troncs et fait tomber les arbres pourrissants, laissant entrer la lumière du soleil dans les recoins les plus sombres de la forêt. À la place de ces clairières se forment des trouées de lumière où s'enracinent des herbes et des fleurs pionnières, qui n'auraient sans cela jamais poussé sous la voûte dense du feuillage. Le bison aménage aussi régulièrement des bains de poussière, creusant des zones de sol nu. Dans ces dépressions s'accumule l'humidité, créant de petits points d'eau idéaux pour des espèces rares d'insectes et d'amphibiens. Un autre facteur, non négligeable, est constitué par les tonnes de bouse produites par cette usine vivante. Les déjections de l'animal deviennent un engrais extrêmement puissant, ainsi qu'un habitat pour des centaines d'espèces de scarabées et de larves qui attirent à leur tour les oiseaux. Même la fourrure épaisse laissée sur les arbustes pendant la mue trouve une utilité. Les oiseaux l'utilisent comme le meilleur isolant thermique pour tapisser leur nid. Comme le souligne l'écologue Yvonne Kemp, qui coordonne des projets internationaux de réintroduction du bison aux Pays-Bas et en Espagne, sans ces grands herbivores, les forêts se transforment rapidement en fourrés homogènes et pauvres en biodiversité. Son expérience de terrain démontre que le bison crée une mosaïque naturelle unique, faite de prairies, de sous-bois et de zones ombragées, multipliant plusieurs fois la biodiversité. Ce constat est également confirmé par les spécialistes de l'organisation Mossy Earth. Dans les lieux de réintroduction des bisons forestiers, on observe une augmentation spectaculaire du nombre de petits mammifères et d'oiseaux chanteurs. Pour nourrir un seul groupe, il faut un territoire immense, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres carrés par troupeau. Autrefois, les mâles solitaires parcouraient des centaines de kilomètres, reliant librement les populations entre elles et brassant le patrimoine génétique. Aujourd'hui, autoroutes et villes se dressent sur leur chemin, bloquant les migrations naturelles. Les scientifiques sont contraints de transporter manuellement les animaux en camion entre les réserves d'Europe pour maintenir artificiellement cette métapopulation et sauver les groupes isolés de la dégénérescence. Mais tandis que l'homme s'efforce de recréer ces liens à l'échelle du continent, une menace biologique guette au cœur même des géants. En raison du phénomène historique, connu sous le nom d'un effet fondateur ou effet de goulot d'étranglement génétique, tous les bisons d'Europe moderne descendent d'à peine 12 ancêtres fondateurs. Cette diversité génétique critiquement réduite a privé l'espèce d'une immunité solide. Aujourd'hui, ces géants forestiers sont totalement démunis face à la kératoconjonctivite infectieuse, une maladie bactérienne insidieuse, capable de transformer, en l'espace de quelques semaines seulement, un roi autrefois redouté en une victime impuissante et aveugle. Notre héros a maintenant 20 ans et son organisme est dans un état d'épuisement physique extrême.
Le taureau ne peut plus atteindre la vitesse fulgurante d'autrefois et ses articulations, qui lui permettaient jadis de bondir aisément par-dessus les chablis de la forêt, lui causent désormais une douleur constante. Mais le plus grand danger qui guette ce géant vieillissant ne réside pas dans la dégradation naturelle de ses muscles, mais dans un piège invisible, tapi au cœur de chacune de ses cellules. Cette vulnérabilité critique est la conséquence de ce que la science moderne appelle l'effet fondateur. Chaque bison qui existe aujourd'hui sur la planète porte en lui une véritable malédiction évolutive. Comme le démontrent les généticiens de l'Université des sciences de la vie de Varsovie, dans le cadre d'un vaste projet de cartographie des marqueurs moléculaires, toutes les populations modernes de ces géants ne comptent que 12 ancêtres fondateurs communs. À cause de cette chute critique des effectifs au début du XXe siècle, l'espèce a perdu une part immense de son patrimoine génétique originel. Les animaux sont devenus, génétiquement, de véritables miroirs les uns des autres, ce qui les a privés de toute variation immunitaire naturelle. Le bison est protégé face aux menaces physiques extérieures, mais il reste totalement désarmé face aux parasites et aux infections qu'une espèce sauvage ordinaire ne remarquerait même pas. Le pire ennemi invisible s'approche du vieux chef sur les ailes de simples mouches forestières. Des nématodes parasites, du genre Thalasia, pénètrent dans le sac conjonctival de l'œil de l'animal, déclenchant une thélasiose, un processus rapide menant à une cécité complète et irréversible. Dans les grands troupeaux, les mouches transmettent instantanément les larves d'un individu à l'autre, transformant une infection localisée en un véritable embrasement biologique. Pour un prédateur de 100 kg gros, la cécité signifie la mort. Mais pour un géant forestier d'une tonne, elle transforme l'animal en cible vivante, prise de panique, qui met en danger le troupeau tout entier. C'est là que la science se heurte à un dur paradoxe médical. Le bison n'est pas un animal domestique. Il est impossible de le capturer et de le soigner dans une clinique vétérinaire. Le simple fait d'être capturé, immobilisé dans un enclos et exposé à la présence humaine, provoque chez cet animal sauvage un stress extrême, qui se termine souvent par un arrêt cardiaque instantané, en plein cours des manipulations. C'est pourquoi vétérinaires et agents forestiers n'ont recours qu'à un seul outil réellement efficace pour protéger la population. L'abattage sanitaire radical des individus infectés est devenu aveugle. Le titan abattu est minutieusement examiné par plusieurs équipes vétérinaires, qui vérifient ses tissus à la recherche d'agents pathogènes dangereux, tuberculose, mais aussi virus de la fièvre apteuse et de la maladie de la langue bleue, afin d'éviter l'extinction de toute la population. La mort d'un vieux chef ne signifie pourtant plus la fin pour toute sa lignée. Aujourd'hui, la population de bisons d'Europe connaît le retour le plus spectaculaire de l'histoire de la planète. Presque disparus de la surface de la Terre, ces géants sont revenus dans le monde moderne, où ils doivent désormais, à nouveau, partager leur territoire avec la civilisation humaine. Le cycle de vie de notre héros s'est achevé, mais son héritage s'est concrétisé en des centaines de nouveaux troupeaux libres, qui peuplent aujourd'hui même le continent, des îles danoises jusqu'aux Carpates. La stratégie moderne de sauvegarde du bison a totalement abandonné l'idée de concentrer tous les animaux au même endroit. Les scientifiques ont compris qu'un unique troupeau géant représenterait une bombe à retardement biologique. Si une infection dangereuse, capable de tuer plus de la moitié de la population, venait à éclater dans la forêt de Białowieża, où vivent aujourd'hui plus de 500 bisons, c'est l'espèce entière qui serait menacée. Pour éviter une catastrophe à l'échelle du continent, une stratégie avancée de métapopulation a été mise au point. La création d'un réseau de petits groupes isolés les uns des autres, comptant chacun de 30 à 40 individus. Chaque mini-population de ce type est placée sous le contrôle total d'un office forestier spécifique, tandis que les échanges génétiques entre elles sont assurés par les taureaux nomades, capables de parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de nouvelles femelles. Selon les projets à long terme menés par l'Université des sciences de la vie de Varsovie et les offices forestiers d'État polonais, la protection active de l'espèce a franchi un cap technologique. Les spécialistes ne se contentent plus d'observer les animaux. Ils réaménagent littéralement le paysage pour répondre à leurs besoins. Au cœur des massifs forestiers, loin des terres agricoles, les forestiers fauchent régulièrement les clairières, aménagent des points d'eau artificiels et préparent des tonnes de foin de qualité pour l'hiver.
Pour enrichir l'alimentation des géants en automne, les chercheurs plantent d'anciennes variétés de pommiers qui ne nécessitent aucun traitement chimique et produisent des fruits parfaitement biologiques. Tout cela dans un seul but, maintenir les bisons à l'intérieur des zones forestières qui leur sont dédiées et réduire au minimum leur contact avec l'homme. Pourtant, il devient de plus en plus difficile de maîtriser le potentiel naturel d'une espèce en pleine reconquête. Les effectifs de bisons en Europe augmentent d'environ 10% par an, tandis que les espaces sauvages disponibles s'étendent bien trop lentement. Inévitablement, ces géants quittent les massifs forestiers et se retrouvent sur les terres des agriculteurs. C'est là qu'apparaît un conflit économique sérieux. Seulement 20 bisons adultes consomment environ une tonne de végétation verte par jour. Ils dévastent des hectares entiers de cultures de céréales divers, de colza et de maïs, et ce qu'ils ne mangent pas est piétiné par leurs sabots massifs pendant leurs moments de repos. L'humanité se trouve ainsi face à un choix majeur qui exige de repenser en profondeur nos modes de vie habituels. L'avenir de cette espèce préhistorique ne dépend plus désormais de facteurs biologiques, mais exclusivement de la bonne volonté des hommes. La société devra accepter des contraintes inévitables, apprendre à indemniser les pertes des agriculteurs et admettre qu'une partie du territoire du continent appartient à nouveau à ces géants sauvages. Sommes-nous prêts pour un tel voisinage et parviendrons-nous à préserver le cœur sauvage de l'Europe pour les générations futures ? Voilà, aujourd'hui même, le principal défi dont la réponse est en train de s'écrire. Mais même lorsque le corps physique du vieux roi finit par céder, la science moderne trouve le moyen de lui offrir une forme d'immortalité biologique. Fonctionne aujourd'hui une banque mondiale de gènes du bison d'Europe où sont conservés des échantillons d'ADN provenant de près de 3 individus uniques. Les chercheurs ont appris à prélever et à congeler en profondeur les cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovocytes, immédiatement après la mort des spécimens les plus remarquables. En laboratoire, la fécondation in vitro a déjà été réalisée avec succès et les scientifiques testent activement le transfert d'embryons chez des femelles porteuses. Cette archive glacée a été créée pour faire face à d'éventuelles épidémies critiques. Si la population vivante venait à décliner à cause d'une nouvelle infection, ces cellules congelées seraient sorties de l'azote liquide pour rafraîchir artificiellement le patrimoine génétique de l'espèce et la sauver d'une nouvelle extinction. Le titan vieillissant se retire lentement au cœur de la forêt, laissant la conduite du troupeau au nouveau jeune taureau, tandis que son code génétique est conservé en toute sécurité dans des chambres cryogéniques pour l'avenir. Son cycle de vie personnel touche à sa fin, mais la trajectoire de ces derniers mène ce géant vers la frontière la plus dangereuse, là où la forêt sauvage s'arrête brusquement, laissant place aux routes bétonnées, aux autoroutes à grande vitesse et aux champs cultivés d'une civilisation humaine bien peu préparée à la rencontre avec ces géants préhistoriques.